Il y a des zones qui sont déjà concernées de manière systémique en fait à des risques de stress hydrique majeurs, et donc on voit ici toute cette zone derrière Nantes qui va être confrontée à des stress chroniques. On a aussi des bordures littoral atlantique qui sont particulièrement confrontées aussi à un manque d'eau. Et puis là on voit très bien l'état des Pyrénées-Orientales et de la situation de ces masses d'eau et de ces arrêtés continus permanents de restriction d'alimentation en eau potable qui posent la question de la pérennité de certains systèmes économiques aussi. Mais en tous les cas, ce que l'on est en train de comprendre, c'est qu'on est vulnérable et qu'on peut basculer d'une situation à une autre beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait. Il suffit d'avoir quelques jours de canicule pour que tout ce qui a été acquis en termes de pluie durant le printemps risque de s'effacer. Ici, c'est une des analyses data que l'on a réalisées. On essaye de comprendre le nombre de jours qui ont été confrontés à des niveaux de restriction d'eau au niveau préfectoral. Pourquoi? Parce qu'on a atteint un tel niveau qu'à un moment donné, il va y avoir une interdiction de certains usages. Et donc, eh bien, le fait que ces jours s'additionnent dans le temps avec l'évolution des températures, avec l'évolution des niveaux des nappes phréatiques ou bien des niveaux des cours d'eau superficiels, on va croiser toutes ces informations avec les arrivées de potentiels touristes chaque année. Donc on voit à quel point, en fin de compte, déjà, les données de ces dernières années nous racontent un bout d'histoire. Si on croise à ça les projections climatiques, en fait, on est en train de comprendre là où on va. Alors, on est en train de découvrir notre vulnérabilité. C'est-à-dire que tant qu'on n'avait pas un réchauffement massif, des canicules à répétition, eh bien, en réalité, on ne savait pas vraiment comment les territoires allaient réagir. Là, on est en train de se rendre compte qu'on a des villes qui ressortent très clairement. La ville de Toulouse, l'Occitanie, est une région qui est extrêmement vulnérable. On a les Pyrénées-Orientales et on l'a vu, toutes ces villes qui sont situées en bord de mer comme Argelès-sur-Mer, Canet-en-Roussillon ou Saint-Cyprien sont des villes qui sont soumises à des sécheresses multiples et qui ne font qu'exacerber le manque d'eau sur les territoires. On voit très bien qu'il y a déjà des conflits qui se jouent entre, d'un côté, les agriculteurs et donc les arboriculteurs, parce que c'est une zone qui fabrique beaucoup de nos fruits, de nos légumes, et puis en même temps, eh bien, les hôteliers. Donc, on voit que le service du tourisme se confronte à l'agriculture et qu'en fin de compte, tout ça n'utilise que la même eau. Donc, quand on regarde aujourd'hui et qu'on croise les données de tous les flux touristiques et de leur consommation en eau, si on prend une année type comme celle de 2019 avant le confinement, ou bien 2022 après le confinement, et puis avec une année de sécheresse historique, eh bien, on se rend compte qu'on a bien sûr des départements comme la Corse du Sud, le Var, mais aussi la Gironde, qui vont être extrêmement touchés et vulnérables parce que, en fait, on amène un flux de population supplémentaire dans un endroit qui est déjà soumis à un niveau de stress hydrique très important. Donc, ce stress hydrique plus le stress touristique fait qu'à un moment donné, on tient des limites, mais jusqu'à quand? Eh bien, la question, il faudra se la poser parce que de l'autre côté de la frontière, au niveau espagnol, eh bien, ils sont sur le point de ne plus pouvoir accueillir de touristes. Et donc, on est en train de confronter des usages agricoles très importants localement, qui vont se confronter avec des usages industriels, mais surtout avec l'usage qui était prioritaire jusque-là, c'est l'adduction en eau potable, c'est-à-dire le fait qu'on puisse avoir en l'espace de quelques secondes de l'eau dans notre robinet. C'est une question qu'on ne se pose pas, mais qu'on va devoir se poser demain. Pourquoi ? Parce qu'en 2022, on a eu plus de 1300 communes qui ont été en rupture d'alimentation en eau potable ou au moins qui ont connu des coupures effectives. Et ça, on n'était absolument pas prêt en France. On est habitué à une eau abondante, immédiate, presque magique, en l'espace de quelques secondes. C'est le futur sur lequel on est en train d'aller. Une commune en rupture d'alimentation en eau potable, ça peut se jouer à plusieurs niveaux. D'abord, il peut y avoir une rupture nette et donc la commune va être alimentée par des bouteilles d'eau de source ou d'eau minérale en phase de crise. Et ça signifie dans un second temps souvent qu'elle va être alimentée par des camions-citernes qui vont remplir les réservoirs pour pouvoir malgré tout avoir de l'eau quelques heures dans la journée. Pour avoir visité des villages et des villes qui ont été dans ces états de rupture, eh bien, ça signifie que on va peut-être avoir 2 heures dans sa journée pour aller prendre sa douche, faire sa vaisselle, laver son linge. Ça, c'est un usage quotidien de l'eau qui semblait complètement acquis et qui, dans des villages, en 2022 ou encore en 2023, eh bien, ne l'a plus été. En fait,
on n'est pas tous égaux par rapport à notre ressource en eau parce qu'on n'a pas tous la même géologie sous nos pieds. Et donc, certains ont des zones, par exemple, comme la Bretagne, qui n'ont pas de capacité en eau souterraine. La seule capacité qu'on a pour accueillir de l'eau, c'est de l'eau de surface. Et donc, ça signifie qu'on n'a pas de réservoir. Par contre, si vous allez à Paris, on a 40 ans de réservoir et on pourrait tenir 40 ans de sécheresse. Donc, on n'est vraiment pas tous égaux. Il faut en prendre conscience, comprendre que là où on habite, il faudra préserver l'eau qu'on a. Et donc, il faut absolument que tous les habitants soient capables de comprendre que, eh bien, peut-être là, on peut prendre un bain. C'est pas bien grave en soi. Et puis, dans un autre endroit, ça l'est beaucoup plus. Et donc, réussir à trouver des solutions ensemble. Par contre, ce qui est sûr, et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, et je crois qu'il faut aujourd'hui que tout le monde le comprenne. Bien sûr que c'est toujours mieux de prendre une douche qu'un bain, c'est toujours mieux d'avoir des solutions qui vont économiser l'eau, et on en a besoin, mais ce n'est pas ça notre vrai sujet. Notre vrai sujet, c'est finalement ce que l'on mange, parce qu'on mange de l'eau. On mange de l'eau à travers notre steak, on mange de l'eau à travers le poulet qu'on mange, qui a lui-même mangé du soja. On mange de l'eau à travers nos habits, c'est-à-dire nos vêtements. On consommait des quantités d'eau énormes, et on mange de l'eau parce qu'on boit du lait. Et donc, en fait, la vache a dû boire beaucoup, et puis ensuite, toute la phase de production a besoin d'eau. Et donc, avoir une idée de cette empreinte eau, avoir une idée de ce qui se cache derrière nos usages, comprendre que tous les jours, c'est pas juste une douche ou un bain, mais c'est les 5000 à 7000 litres d'eau cachée dans notre quotidien, dans ce que l'on va acheter, qui vont avoir un impact aujourd'hui. Et sur certaines zones, on ne peut plus continuer comme ça.